Biélorussie, 1944. Une colonne de chars tigres allemands lance l'assaut. Pas d'artillerie russe en vue. L'issue semble jouée d'avance. Mais soudain, l'inexplicable se produit. Ces monstres d'acier de plusieurs tonnes calent les uns après les autres. Les ondes radio meurent. Les armes infligent des décharges électriques aux soldats qui les manipulent. Les Allemands, paniqués, hurlent à la magie noire. Mais ce n'était pas de la magie. C'était de la physique, poussée à son paroxysme. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un exploit oublié, celui des ingénieurs Stepanov et Vorobiev. L'histoire d'une invention géniale devenue malédiction. Pourquoi les créateurs du rayon de la mort ont-ils eux-mêmes supplié qu'on détruise leur œuvre? Qu'est-ce qui les a poussés à choisir l'oubli plutôt que le prix Nobel? Et quels détails macabres se cachaient dans les premiers plans de cette arme? Les réponses à ces questions dormaient dans un dossier poussiéreux des archives spéciales du NKVD. Et ce que nous y avons découvert bouleverse notre vision de la guerre. La ligne verte sur l'écran de l'oscilloscope tressauta avant de se figer au point mort. Le sous-sol ne sentait pas l'humidité, mais le caoutchouc brûlé et la peur. C'était une odeur d'ozone, si dense qu'elle laissait un goût métallique sur la langue. Novembre 1941. Nous sommes à 6 mètres sous terre, dans les entrailles de béton d'un institut de recherche évacué. Ici, pas de front au sens classique du terme, pas de tranchée. Mais c'est ici, au milieu des bobines de fils d'argent et des tuyaux de plomberie grossiers, que se livre un combat plus effrayant que n'importe quelle charge à la baïonnette. Parce que lors d'une charge à la baïonnette, on a une chance. Ici, l'adversaire, ce sont les lois de la physique. Et elles ne font pas de prisonniers. Alexei Stepanov essuya la sueur de son front avec la manche sale de sa blouse. Ses mains, constellées de brûlures causées par l'électricité statique, tremblaient. Pas de peur face aux Allemands qui étaient déjà aux portes de Moscou. Elle tremblait de surmenage. 72 heures sans sommeil, 3 litres de thé fort et un paquet de cigarettes Belomor Canal, voilà tout son carburant. Devant lui, sur l'établi, reposait ce qui devait sauver le pays, mais qui pour l'instant ne faisait que tuer les nerfs de ses créateurs. Le prototype de l'émetteur. Une construction grossière et laide de 300 kg. Rien que du cuivre, du verre et de l'espoir. La mission venue d'en haut ressemblait au délire d'un fou. Arrêter une division blindée sans tirer un seul coup de feu. Priver de courant les machines d'acier. Transformer les redoutables panthères et tigres en tas de ferraille inutiles. Les physiciens appellent cela la neutralisation à distance du réseau électrique de bord. Les militaires appellent cela un miracle. Les tchéquistes appellent cela un ordre, dont l'inexécution mène au peloton d'exécution dans la cour. Stepanov savait qu'il n'y a pas de miracle. Il n'y a qu'une intensité de champ électromagnétique calculée avec précision. Et pour l'instant, l'équation ne tombait pas juste. Dans un coin du laboratoire, sur une chaise bancale, était assis le superviseur des organes de sécurité de l'État. Le capitaine à la casquette bleue ne regardait même pas les instruments. Il fixait la nuque de Stepanov. Un regard lourd comme du plomb. Il ne comprenait pas un mot de ces formules griffonnées à la craie sur le tableau noir. Pour lui, ces symboles grecs n'étaient qu'une excuse pour retarder l'échéance. « Il vous reste 12 heures, camarade ingénieur », dit le capitaine, d'une voix sèche comme le claquement d'une culasse. Si l'installation ne fonctionne pas d'ici demain matin, nous considérerons cela comme du sabotage. Stepanov ne se retourna pas. Il serrait une borne sur le bloc de condensateur. La clé ripa, écorchant la peau de ses phalanges. Une goutte de sang tomba sur le plan, droit sur le schéma du circuit de décharge. Symbolique. La science en temps de guerre exige toujours des sacrifices. Mais d'ordinaire, ces sacrifices sont invisibles.
Ce n'est pas une mort héroïque avec une grenade sous les chenilles d'un char. C'est une combustion lente de l'intérieur. Le problème venait de la puissance. Pour percer le câblage blindé d'un char allemand, il fallait une impulsion d'une force colossale. Une décharge dirigée de 2 mégawatts. C'est comme attraper la foudre par la queue, la comprimer dans son poing et la lancer précisément sur la cible. Mais les condensateurs soviétiques de l'année 1941 ne supportaient pas une telle charge. L'isolant fondait, se transformant en une pâte noire et collante. Le diélectrique claquait 3/10 de seconde avant d'atteindre la puissance de crête. « Envoyez la tension !» commanda Stepanov d'une voix rauque à son assistant. L'assistant, un étudiant de la veille aux yeux cernés, posa la main sur le disjoncteur. Il avait peur de cette machine. Et il avait raison. Cette installation était une chaise électrique pour la technique, mais une seule erreur dans le calcul de la mise à la terre, et elle deviendrait une chaise électrique pour toute l'équipe. Tension envoyée, circuit 1 normal, chauffage des lampes à 80%. Un bourdonnement sourd monta dans la pièce. C'était le vrombissement des transformateurs travaillant à la limite de la saturation du noyau. Le son pénétrait dans les dents, faisait vibrer les tympans. Stepanov regardait l'ampèremètre. L'aiguille glissait vers la zone rouge. 200 ampères. 250. 300. « Impulsion maximale !» cria-t-il pour couvrir le hurlement du générateur. Le levier s'abaissa. L'éclair fut si brillant qu'il frappa les yeux même à travers les paupières closes. Un claquement sec, semblable au tir d'un canon de 45 mm, déchira le silence du sous-sol. Et immédiatement, une odeur d'isolant brûlé, mais cette fois mêlée à l'écœurante effluve de cuivre en fusion. Stepanov ouvrit les yeux. L'installation fumait. Le guide d'onde principal, qu'ils avaient assemblé à partir de tuyaux de plomberie et de cuillères en argent confisqués aux ex-bourgeois, avait noirci et s'était tordu. Claquage. Encore un claquage. L'énergie, au lieu de partir en faisceau dirigé, s'était déversée à l'intérieur du circuit, brûlant des mois de travail en une fraction de seconde. Le capitaine du NKVD se leva lentement de sa chaise. Il ajusta son baudrier. Dans le silence qui suivit l'explosion du condensateur, le grincement de ses bottes semblait assourdissant. « C'était la dernière tentative, Stepanov ?» demanda-t-il. Il n'y avait aucune malveillance dans sa voix, juste un constat bureaucratique. Pour lui, l'ingénieur Stepanov venait de cesser d'être un cadre précieux pour devenir un matériau consommable. Stepanov regardait les restes fumants de son œuvre, le vide dans sa tête. La peur était partie. Il ne restait qu'une logique froide et méchante. Pourquoi cela avait-il claqué? Où était l'erreur? Il s'approcha de l'installation, ignorant la chaleur qui émanait du métal. Il toucha un fil carbonisé. L'isolant n'avait pas résisté à la dilatation thermique. Du caoutchouc ordinaire. Il leur aurait fallu du téflon ou du mica, mais où en trouver dans une ville assiégée? « J'ai besoin d'encore un peu de temps, » dit-il sans se retourner vers le tchéquiste. « Je sais comment réparer ça. Nous allons changer la géométrie de la bobine, réduire l'inductance des courants parasites. » « Il n'y a plus de temps, » coupa le capitaine. « Le convoi part dans 1 heure. Détruisez l'équipement, la documentation dans le sac. Vous partirez dans le wagon spécial. Ou vous ne partirez nulle part. » C'était une impasse, technique et vitale. Stepanov comprenait. S'il démontait l'installation maintenant, il ne pourrait jamais la remonter. Il n'y aurait ni pièces, ni ce sous-sol, ni cette tension dans le réseau. Et les chars de Guderian continueraient de ramper sur notre terre, et il n'y aurait personne pour les arrêter. La science perdait face à la guerre. La force brute triomphait de l'intelligence.
Mais c'est à ce moment précis, alors que le désespoir l'avait presque submergé, que le regard de Stepanov tomba sur le journal de laboratoire. Page 44. Le graphique d'hystérésis. La courbe montait brusquement. Il comprit soudain. Ils essayaient de défoncer le mur avec leur tête en injectant de la puissance, alors qu'il fallait trouver une fissure dans le mur. La fréquence. Tout était dans la fréquence. Il ne fallait pas brûler le câblage par la puissance. Il fallait le faire entrer en résonance. « Attendez !» Stepanov se tourna vers le capitaine. Dans ses yeux, rouges de manque de sommeil, brûlait ce feu particulier qu'ont les gens qui ont regardé au-delà de l'horizon des événements. « Il ne faut pas détruire. Donnez-moi 2 heures. Juste 2 heures. Je ne demande pas de miracle. Je sais comment retourner l'acier allemand contre eux-mêmes. » Le capitaine s'arrêta à la porte. Sa main reposait sur son étui à pistolet. Il regardait le physicien, évaluant les risques. Il aurait toujours le temps de le fusiller. Mais faire rapport au centre d'une nouvelle arme, c'était une chance de promotion. Ou de survie. « 1 heure, Stepanov, » dit-il en regardant sa montre. 60 minutes. Et si ce tas de ferraille ne donne pas de résultat, j'exécuterai la sentence moi-même, ici, devant tes formules. La porte claqua. Stepanov resta seul avec la machine. 1 heure. 3600 secondes. Une éternité pour un photon. Et un instant pour un homme. Il saisit une pince coupante. Ce n'était plus de la science. C'était de la chirurgie sans anesthésie. Il commença à couper les circuits superflus, simplifiant le schéma jusqu'au primitivisme. Le génie est toujours simple, mais pour atteindre cette simplicité, il faut traverser l'enfer de la complexité. Le schéma ne devait pas être une source de force, mais la clé de la vulnérabilité de l'ennemi. Et cette clé, il commença à la tailler sur le champ, s'arrachant les ongles et maudissant toutes les lois de l'électrodynamique. 1944, juin, Biélorussie, région du village de Gorodiché. Le paysage ici rappelle une planche à laver. Collines, boqueteaux, marais. L'endroit idéal pour une embuscade de chars, si l'on a des canons. Mais nous n'avions pas de canons. Nous avions 3 camions Studebaker, dont les bennes étaient bourrées d'appareils recouverts de bâches et de filets de camouflage. Nous avions déployé notre position sur la crête d'une colline, à la lisière de la forêt. Du point de vue de l'artillerie, c'était un suicide, tir direct. Du point de vue de la physique, c'était l'angle d'attaque idéal pour un rayonnement dirigé. 3 ans plus tôt, nous soudions des circuits sous la menace d'un pistolet dans un sous-sol humide. Maintenant, nous étions les chasseurs. Mais la peur n'avait pas disparu. Elle s'était simplement transformée. Avant, nous avions peur d'être fusillés par les nôtres. Maintenant, nous avions peur d'être écrasés par les autres. Et nous avions aussi peur de la physique. Parce que les essais sur le terrain, c'est toujours une équation avec trop d'inconnus. L'humidité de l'air, la densité du sol, la pression atmosphérique, tout cela influait sur la propagation de l'onde. À 11 heures du matin, la Terre commença à vibrer. D'abord, ce fut un tremblement à peine perceptible, faisant tomber les aiguilles des pins. Puis le tremblement se mua en grondement, un vrombissement basse fréquence qui appuyait sur le diaphragme. Ils arrivaient. Une colonne de 32 machines. À l'avant-garde, les lourds tigres, suivis des panthères et des transports de troupes de soutien. Une armada blindée capable de réduire en poussière n'importe quelle défense. Ils avançaient avec assurance, écoutilles ouvertes. Ils savaient que dans ce secteur, l'armée rouge n'avait pas de gros calibre. Alexei Stepanov était allongé dans les hautes herbes, ses jumelles collées aux yeux. À côté de lui, enfoncé dans la terre, se trouvait le pupitre de commande de la première installation Molnia, Foudre. Ce n'était plus un tas de ferraille, mais un modèle de série.
Article numéro 5. Une caisse métallique grossière avec des commutateurs en ébonite et des cadrans phosphorescents dans la pénombre du camouflage. Distance 800 mètres, chuchota l'observateur. Ils entrent dans le secteur de destruction. Stepanov essuya la sueur de son front du revers de la main. La chaleur était insupportable. Plus 30 degrés à l'ombre. Mais une sueur froide coulait le long de son dos. Si les calculs étaient faux, si la fréquence n'entrait pas en résonance avec le système d'allumage allemand, dans 2 minutes, ces 3 camions se transformeraient en torches. 32 canons nous réduiraient en miettes. À toutes les équipes, parez! La voix de Stepanov sonnait sourdement dans le téléphone de campagne. Synchronisation de phase. Chauffage des cathodes à 100%. Attendons l'arrivée du véhicule de tête au point de contrôle. En bas, dans le vallon, les boîtes grises des chars rampaient comme des scarabées. Le rugissement des moteurs Maybach se fondait en un bruit continu et assourdissant. L'air tremblait des gaz d'échappement et de la chaleur du blindage chauffé. C'était la puissance créée par les ingénieurs du Reich. Une mécanique parfaite. Et nous allions opposer à cette mécanique une onde invisible. Distance 400, azimut 350. Les opérateurs sur les camions se figèrent. Leurs mains reposaient sur les leviers. Dans les bennes, derrière les bâches, les générateurs commençaient à vrombir, faisant monter les rotors au régime opérationnel. Une odeur d'ozone se répandit. Cette odeur, annonciatrice d'orage, ici, sous un ciel sans nuages, semblait étrangère, chimique. Autour des émetteurs, l'air commença à crépiter. Les poils sur les bras se dressèrent. La tension statique croissait de manière exponentielle. Une souris des champs, passant près du câble de mise à la terre, tomba raide morte sans même toucher le fil. La tension de pas l'avait tuée instantanément. « Feu !» commanda Stepanov. Les 3 leviers s'abaissèrent simultanément. Il n'y eut ni explosion, ni éclair, ni sifflement d'obus. C'était là toute l'horreur de notre arme. Elle tuait en silence. Au moment où le circuit se ferma, l'espace devant nous sembla se contracter. Une impulsion d'une puissance d'1,5 MW frappa la colonne. Ce n'était pas un coup de marteau, c'était un coup de scalpel tranchant un nœud nerveux. L'effet fut instantané et surréaliste. Le rugissement de 32 moteurs de forte cylindrée s'interrompit en 1 seconde. Comme si un géant avait arraché la prise du mur. Les chars, qui avançaient à 40 km à l'heure, continuèrent de rouler sur leur lancée. Les chenilles claquaient, brisant les buissons. Mais les cœurs des machines, leurs moteurs, étaient déjà morts. L'impulsion électromagnétique dirigée avait grillé les magnétos. Les câbles haute tension s'étaient transformés en poussière à l'intérieur de leur gaine en caoutchouc. Les bobines d'allumage avaient fondu, coulant comme du vernis brûlant sur les blocs cylindres. Le tigre de tête piqua du nez, s'enlisant dans la terre meuble. Derrière lui, se heurtant flanc contre flanc, les autres s'immobilisèrent. Et le silence tomba. Ce silence était plus effrayant que le fracas des combats. Il résonnait dans les oreilles. Seul le craquement du métal refroidissant et le sifflement de la vapeur des radiateurs percés le troublaient. Puis, les oiseaux se mirent à chanter. Des oiseaux de forêt ordinaires, que le coup silencieux n'avait pas effrayés. Stepanov regardait dans ses jumelles. Il voyait les Allemands commencer à s'extraire des écoutilles. C'était la panique. Pas celle où l'on fuit le feu. C'était la panique de l'incompréhension. Les tankistes, habitués à faire confiance à leur technique comme à un dieu, ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Pourquoi le moteur avait-il calé? Pourquoi la radio ne fonctionnait-elle plus? Pourquoi la batterie avait-elle explosé, aspergeant d'acide l'opérateur radio? « Qu'est-ce qu'ils ont au périscope ?» demanda l'opérateur de la 2e équipe.
L'optique est intacte, mais le rétroéclairage des échelles a grillé, répondit Stepanov. Ils sont aveugles et sourds. Un officier allemand, penché hors de la coupole du commandant du char de tête, criait furieusement dans le microphone de son laryngophone. Il ne comprenait pas que la membrane du micro s'était soudée à l'aimant. Personne ne l'entendait. Il frappait du poing sur le blindage, essayant de faire signe aux autres équipages. Mais les radios restaient muettes. L'éther était mort. L'électronique de communication avait brûlé jusqu'à la racine, transformant les complexes circuits à lampe en un alliage de verre et de tungstène. « Je détecte une chute de charge dans le réseau », rapporta le technicien. « Condensateur déchargé. Température de l'émetteur critique. Besoin de refroidissement. » Stepanov baissa ses jumelles. Ses mains tremblaient à nouveau. Pas de peur. De contre-coup. L'adrénaline, qu'il avait tenue en alerte cette dernière demi-heure, commençait à retomber, laissant place à la faiblesse. « Coupez les générateurs. On passe en mode observation. » En bas, c'était le chaos. Les équipages abandonnaient des machines apparemment intactes. Un char sans moteur n'est qu'un cercueil d'acier. Un char sans communication est une cible isolée. Un char sans possibilité de tourner sa tourelle, l'entraînement électrique avait aussi brûlé, n'est qu'un tracteur. Les Allemands fuyaient. Ils fuyaient un ennemi invisible, la magie noire. Quelque chose que le manuel de la Wehrmacht ne pouvait expliquer. Ils jetaient leurs armes personnelles, car les parties métalliques des fusils leur envoyaient des décharges électriques. La charge résiduelle sur les coques des chars était encore élevée, environ 200 volts. « Regarde, Alexeïtch !» L'ingénieur Vorobiev, qui se tenait à côté, fit un signe de tête vers le champ. Il fuit une technique en état de marche. 32 chars. Un régiment de percées lourdes. Nous les avons eus sans dépenser 1 gramme de poudre. Stepanov alluma une cigarette. L'allumette se brisa entre ses doigts. « Nous ne les avons pas pris, dit-il doucement. Nous les avons éteints. Mais ils reviendront. Et la prochaine fois, ils seront plus malins. » Il s'approcha de l'installation et posa la paume sur le capot brûlant. Le métal vibrait en refroidissant. À l'intérieur, dans les entrailles de l'appareil, quelque chose cliquetait doucement. C'était la physique revenant à l'état de repos après une tension monstrueuse. « Vérifiez les isolateurs sur le 3e circuit », lança sèchement Stepanov, redevenant le technocrate. « Il y a eu un saut de résistance. S'il y a une micro-fissure, la prochaine fois, nous serons grillés comme des poulets. » En bas, dans la vallée, gisait un cimetière de bêtes d'acier. Elles avaient l'air menaçantes, prédatrices, mais elles étaient mortes. Le vent balançait les écoutilles ouvertes. L'odeur du gazole se mêlait à celle de l'ozone et des aiguilles de pain chauffées. C'était l'odeur de la victoire. Mais une victoire étrange, froide, de laboratoire. Une victoire remportée non par les soldats, mais par des ingénieurs. Stepanov regarda sa montre. Elle était arrêtée. Les aiguilles s'étaient figées sur 11h14. L'impulsion avait frappé ici aussi. Même la mécanique s'était bloquée à cause de la magnétisation du ressort. « Le temps s'est arrêté », murmura-t-il. « Pour eux et pour nous. Nous avons replié le matériel en 15 minutes. Il fallait changer de position. Les Allemands allaient vite comprendre d'où venait le coup. Et alors, ce n'est pas une impulsion silencieuse qui arriverait ici, mais des obus explosifs bien bruyants. Les camions firent rugir leurs moteurs et reculèrent vers la profondeur de la forêt. Nous laissions derrière nous un champ des miracles qui, pour l'ennemi, était devenu un champ d'horreur. Mais Stepanov savait, la physique est neutre. Aujourd'hui, les lois de l'induction avaient travaillé pour nous. Demain, elles pourraient travailler contre. La guerre des idées ne faisait que commencer. Et le prochain round serait bien plus brutal. La guerre
est un dialogue d'ingénieurs. Si tu inventes l'épée, l'ennemi inventera le bouclier. Si tu inventes la balle qui perce le bouclier, l'ennemi épaissira l'armure. Nous avions commis l'erreur classique des hommes de science. Nous avions sous-estimé l'intelligence de l'adversaire. Nous considérions les tankistes allemands comme de simples exécutants, des rouages stupides de la machine du Blitzkrieg. Mais de l'autre côté du front, il y avait les mêmes diplômés d'universités techniques, simplement avec des diplômes de Berlin et de Munich. Et ils apprenaient vite, trop vite. Août 1944. Nous avons reçu un rapport des renseignements. Un Panzer allemand abattu présentait une modification étrange. J'ai personnellement rampé sur sa carcasse calcinée avec une pince coupante. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Tout le câblage, chaque centimètre de câble de la batterie au démarreur, était enveloppé dans une double tresse de plomb. Par-dessus, un treillis d'acier à mailles fines relié à la masse de la coque. Ils avaient transformé chaque char en cage de Faraday. Ils avaient blindé leurs nœuds nerveux. Ils ont compris le principe, dis-je alors à Vorobiev, en tournant entre mes mains un morceau de ce câble lourd et blindé. Ils ne savent pas comment nous faisons, mais ils savent comment s'en protéger. Notre impulsion va simplement couler sur la coque vers la terre, comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Mais un ordre est un ordre. Les généraux exigeaient la répétition du miracle. Ils se moquent des lois de la physique. Ils veulent des résultats. On nous a envoyé intercepter une percée près d'un nœud ferroviaire. 4 installations MONIA, puissance renforcée. Nous avions poussé les générateurs en régime forcé, augmentant la tension de 20% au-dessus du seuil critique. C'était un risque. Les isolateurs pouvaient éclater avant même le tir. La position était mauvaise. Un champ ouvert, quelques buissons épars. Nous avions camouflé les camions avec des meules de foin. Naïf. L'optique Zeiss des chars voit à travers le foin. Ils sont apparus au coucher du soleil. Le soleil nous frappait dans les yeux, aveuglant l'optique des télémètres. 10 machines. Des chars lourds de percée. Ils n'avançaient pas en colonne comme avant, mais en ligne déployée. Un coin d'attaque. Distance entre les machines, 100 mètres. Cela réduisait l'efficacité de notre faisceau. Nous devions frapper ponctuellement, déplaçant le foyer d'une cible à l'autre. Cible numéro 1 acquise. La voix de l'opérateur de la deuxième installation tremblait. Distance 600. Feu, commandai-je. Le claquement habituel de la décharge. L'air devant l'émetteur ondula. Mais le char ne s'arrêta pas. Il ne ralentit même pas. La machine de plusieurs tonnes continuait de broyer la terre sèche de ses chenilles, approchant avec l'inexorabilité d'une avalanche. « Aucun effet !» criait dans les écouteurs. « Nouvelle impulsion !» Deuxième décharge. Troisième. Les aiguilles des ampèremètres tapaient dans les butées. Les transformateurs hurlaient comme des bêtes blessées. Mais le tigre continuait d'avancer. Son moteur tournait rond, sans rater. La tresse de plomb fonctionnait. Notre arme invisible, qui hier encore semblait être le marteau de Dieu, s'était transformée en étincelle inutile. Nous lancions des cailloux sur un rhinocéros, et là, ils nous ont vus. L'éclair de flamme à la bouche du canon du char de tête me parut d'une brillance surnaturelle. Un obus de 88 mm vole plus vite que le son. D'abord, tu vois l'explosion. Ensuite, tu entends l'impact. Et après, vient la peur. L'obus frappa le deuxième véhicule. Coup au but dans le bloc de condensateur. Ce qui se produisit ensuite ne fut pas une explosion de munitions ordinaire. Ce fut un effondrement physique. L'énergie accumulée de centaines de kilojoules se libéra instantanément. Le camion disparut simplement dans une boule de feu bleuâtre. Électrolytes, huile, métal et chair humaine
se mêlèrent en un plasma unique. L'onde de choc me renversa. Des éclats d'isolateurs, tranchants comme des rasoirs, déchiquetèrent la bâche de ma cabine. « Deuxième équipe !»« Deuxième, répondez !» Je hurlais dans le micro, bien que sachant qu'il n'y avait plus personne pour répondre. Là où une seconde plus tôt se tenaient des hommes, mes collègues, des ingénieurs avec qui nous buvions de l'alcool et discutions de la nature de l'électron, il n'y avait plus qu'un cratère noir d'où montait une fumée grasse et sombre. Cela ne sentait pas l'ozone. Cela sentait la viande grillée. Cette odeur, je ne l'oublierai jamais. Et s'est incrustée dans la doublure de ma vareuse, dans mes cheveux, dans ma mémoire. « La fréquence ne passe pas !» hurlait Vorobiev, penché hors de la cabine du troisième véhicule. Son visage était noir de suie. « On décroche! Replie !» Mes parties en étaient pas simples. Les lourds Studebaker patinaient dans la terre meuble. Et les chars approchaient. C'était maintenant un massacre. La science avait perdu face à la force brute. L'énergie cinétique d'un obus perforant s'avérait plus lourde que toutes nos équations de Maxwell. Nous étions désarmés. Nous n'avions pas de grenades, pas de fusils anti-chars. Nous n'avions que des émetteurs inutiles qui coûtaient des millions de roubles, mais ne pouvaient arrêter un morceau d'acier. L'un des chars perça notre périmètre fragile. Il roula sur la butte, nous surplombant, telle une montagne d'acier. Je vis sa tourelle tourner, lentement, avec un effrayant bourdonnement mécanique. Le long canon avec son frein de bouche s'abaissait, cherchant sa victime. Il regardait la troisième machine. « Décharge! Vise les fentes de vision !» criai-je, comprenant l'inutilité de l'ordre. L'opérateur de la troisième équipe, un gamin du nom de Sidorov, tenta de tourner l'émetteur manuellement. Il tournait le volant de pointage, s'arrachant la peau des paumes. Il espérait aveugler l'équipage, leur brûler la rétine, s'il ne pouvait brûler le moteur. Le tir du char résonna comme un coup de masse sur un seau vide. L'obus traversa la caisse du camion de part en part, sans exploser. Mais l'impact cinétique suffit à arracher le générateur de ses fixations. Le monstre de 3 tonnes s'effondra, écrasant hommes et matériel. Le cri de Sidorov s'interrompit net. Nous avons couru. Ingénieurs, physiciens, doctorants. Nous courions à travers le champ boueux, trébuchant sur les racines, tombant face contre terre dans l'armoise. Nous avons tout abandonné. Journaux d'observation, lampes de rechange, outils. Nous sauvions nos vies, sentant dans notre dos les regards froids des mitrailleuses des chars. Ce jour-là, j'ai compris une chose simple. L'arme intelligente est vulnérable. Elle exige des conditions idéales, des calculs précis, des réglages fins, alors que la ferraille brute fonctionne toujours. Le char se moque de l'humidité de l'air. L'obus se moque de l'inductance du circuit. Si tu ne peux pas tuer l'ennemi, tu as perdu. Et aucun prix Nobel ne te protégera d'un éclat d'obus. Le soir, quand nous nous sommes rassemblés dans la forêt, il en restait 7 sur 20. Nous étions assis en silence. Personne n'avait allumé de feu. Vorobiev était assis, se tenant la tête entre les mains, et se balançait d'avant en arrière. « Nous nous sommes trompés », chuchota-t-il. « Nous n'avons pas pris en compte le blindage. C'est pourtant de la physique élémentaire, première année. Comment avons-nous pu oublier ?» Je l'ai regardé. Dans ses yeux, je voyais le reflet de cette boule de feu bleu dans laquelle avait disparu la deuxième équipe. « Nous n'avons pas oublié », répondis-je durement. Nous pensions simplement que la guerre jouerait selon nos règles. Mais la guerre n'a pas de règles. Au loin, à l'horizon, les carcasses de nos véhicules finissaient de se consumer. Les chars allemands étaient passés. Nous ne les avions pas arrêtés. Nous ne les avions même pas retardés.
Nous leur avions juste offert un feu d'artifice au prix d'une demi-douzaine de vies des meilleurs esprits du pays. C'était une leçon cruelle et sanglante. La physique, ce n'est pas seulement la création, c'est une course perpétuelle où le prix de l'erreur est la mort. Et maintenant, nous avions un tour de retard dans cette course. Nous n'avions pas simplement besoin d'une solution, nous avions besoin d'un saut qualitatif. Ou bien, ils nous enterreraient tous dans cette argile biélorusse avec nos formules. L'abri souterrain était imprégné d'humidité et de l'odeur du tabac bon marché. La lampe à kérosène fumait, projetant de longues ombres dansantes sur les murs de Ronda. Dehors, la pluie transformait les routes en rivières de boue, mais ici, sous 3 couches de rondins, l'air était sec et brûlant de tension. Ce n'était pas juste un terrier d'état-major, c'était un confessionnal, où la foi en l'humanisme mourait sous les assauts de la cruelle nécessité. L'ingénieur Vorobiev était assis à une table grossière, encombrée de cartes et de calculs. Son visage, émacié et gris de fatigue, ressemblait à un masque mortuaire. Il déplaçait le curseur de sa règle à calcul avec une vitesse maniaque. Clac, clac. Dans ses yeux, l'éclat fiévreux du fanatique qui a trouvé la solution. En face de lui se tenait Alexei Stepanov. Il regardait la carte. Les flèches rouges de l'offensive allemande éventraient notre défense comme un couteau une boîte de conserve. La situation était catastrophique. Le front craquait de toutes parts. « J'ai trouvé une issue », dit doucement Vorobiev, sans lever la tête. « Nous ne pouvons pas percer leurs écrans. Le plomb et le treillis d'acier amortissent l'impulsion. Mais nous pouvons utiliser leur protection contre eux-mêmes. » Il poussa vers Stepanov une feuille de papier froissée. Ce n'était pas le schéma d'une arme. C'était le diagramme de fonctionnement d'un four à induction industrielle. Si nous montons la puissance à 3 MW et déplaçons la fréquence vers la plage inférieure, la voix de Vorobiev sonnait d'un ton mécaniquement égal, alors l'écran cessera d'être une protection. Il deviendra un récepteur d'énergie. Loi de Joule-Lenz. Les courants de Foucault chaufferont la coque en acier du char. Stepanov prit la feuille. Il parcourut les formules des yeux. Coefficient de perméabilité magnétique du blindage, densité de courant, capacité thermique de l'acier. Et soudain, le sens monstrueux de ces chiffres l'atteignit. « Tu comprends ce que tu proposes ?» demanda-t-il, sentant une boule monter dans sa gorge. La coque chauffera jusqu'à 600 degrés en 40 secondes. L'isolation du câblage fondra, opina Vorobiev. La machine s'arrêtera. Au diable le câblage! Stepanov frappa du poing sur la table. Et les gens, l'équipage, ils sont à l'intérieur. Le char se transformera en micro-ondes. Nous allons les cuire vivants dans leur propre jus. De l'angle sombre sortit le major Gromov, ce même superviseur dont le regard avait toujours été plus lourd que le plomb. Il s'approcha de la table et la lumière de la lampe éclaira son visage, dur comme une semelle de bottes. « Continuez, camarade Vorobiev, ordonna-t-il. Que va-t-il arriver à l'équipage ?»« Choc thermique, répondit l'ingénieur impassible. La température de l'air à l'intérieur montera à 100 degrés en 10 secondes. Brûlure des voies respiratoires, coup de chaleur, perte de conscience. La mort surviendra par surchauffe du cerveau ou détonation des munitions. La poudre dans les douilles explosera après 1 minute et demie. C'est efficace, acquiesça Gromov. C'est une atrocité, cria Stepanov. Nous sommes des physiciens, pas des bourreaux. Nous combattons des machines. Notre but est de couper le courant, d'arrêter la ferraille. Pas de retirer des gens comme des poulets au four. Il y a des conventions. Il y a une éthique humaine élémentaire. L'éthique? Gromov eut un petit rire. Ce rire était effrayant, semblable au rictus d'un crâne. Vous avez vu ce qu'il reste de la 2e équipe? Vous avez vu comment le sergent Sidorov a brûlé?
Les Allemands ne pensaient pas à l'éthique quand ils tiraient au canon sur nos gars. Ils ne pensaient pas à l'humanisme quand ils brûlaient les villages avec leurs habitants. Nous ne sommes pas eux. Stepanov tremblait d'indignation. Si nous commençons à utiliser la science pour la torture, en quoi valons-nous mieux que les fascistes? Cela nous rabaissera à leur niveau. Nous n'avons pas besoin d'être au-dessus d'eux, Stepanov. Nous avons besoin qu'ils crèvent et que nous survivions. Gromov se pencha sur la table, s'appuyant sur ses mains. Regardez la carte, l'intellectuel. Demain matin, cette avalanche de chars sera ici. Ils écraseront cet abri. Ils passeront comme un rouleau compresseur sur l'hôpital à l'arrière. Ils iront jusqu'à ta maison. Tu leur feras des cours de morale quand une chenille te passera dessus. Un silence pesa dans l'abri. On n'entendait que le martèlement des gouttes de pluie sur le toit et le ronflement de la flamme dans la lampe. C'était le moment de vérité. La collision de deux univers. L'univers de la haute science, où règne raison et ordre, et l'univers de la guerre, où règne chaos et mort. Vorobiev se taisait. Il avait déjà fait son choix. Pour lui, la tâche s'était transformée en un problème purement technique. Comment transférer un maximum d'énergie dans un circuit fermé? Il ne voyait plus des humains. Il voyait des objets avec une capacité thermique et une conductivité électrique définie. Alexei, la voix de Vorobiev s'adoucit, presque suppliante. Il n'y a pas d'autre voie. Nos vieilles impulsions ricochent sur eux. Si nous n'utilisons pas la chauffe, nous sommes inutiles. Le projet sera fermé. On nous enverra au bataillon disciplinaire. Et les chars continueront d'avancer. C'est un meurtre avec cruauté, chuchota Stepanov. C'est la guerre, coupa Gromov. Un tankiste brûle dans son char à cause d'un obus exactement de la même façon. Nous ne faisons qu'accélérer le processus. Stepanov ferma les yeux. Devant lui se posait un dilemme insoluble, selon la logique humaine normale. Sauver des milliers des siens en tuant une centaine d'ennemis de la manière la plus atroce, ou garder les mains propres, mais laisser l'ennemi continuer à tuer. Il imagina l'odeur de chair brûlée qui emplirait les chars allemands. Le cri des hommes enfermés dans une boîte d'acier chauffée à blanc, incapables d'ouvrir l'écoutille brûlante. C'était un cauchemar. Mais un cauchemar plus grand encore était l'idée qu'il aurait pu arrêter cette offensive et ne l'avait pas fait. La responsabilité pesait comme une dalle de béton. « D'accord », dit-il. Le mot tomba comme une pierre dans un puits. « Mais je veux qu'il soit écrit au protocole. J'étais contre. » « L'histoire est écrite par les vainqueurs, Stepanov. » Gromov se redressa. « Si on gagne, tout sera effacé. Si on perd, il n'y aura personne pour lire les protocoles. Agissez. » Stepanov s'approcha de Vorobiev. Maintenant, il regardait le plan non comme un dessein de l'enfer, mais comme un défi d'ingénierie. « Augmenter la tension est dangereux, » dit-il sèchement, réprimant ses émotions. « Les transformateurs vont saturer. Il faut changer le circuit de refroidissement. Sinon, l'huile bouillira avant les Allemands. »« Je vais installer une circulation forcée, » s'anima Vorobiev en saisissant un crayon. « On prendra la pompe d'un camion. »« Et le blindage de la cabine de l'opérateur, » ajouta Stepanov. « Le rayonnement inverse à une telle puissance nous rendra stériles. Double treillis, et mise à la terre sur la nappe phréatique. » Ils se penchèrent sur la table, deux ingénieurs planifiant un meurtre de masse à l'aide des lois de Maxwell. Gromov les regardait depuis l'ombre. Il avait obtenu ce qu'il voulait. Il avait brisé l'humain en eux et activé la fonction arme. La peur du NKVD avait disparu. Il ne restait que la peur que l'équation ne tombe pas juste. Stepanov traça la ligne d'alimentation. Sa main ne tremblait pas. Il avait tué le philosophe en lui. Il ne restait que le physicien. Froid, calculateur, effrayant.
Molnia n'était plus un instrument de désarmement. Elle devenait une chaise électrique pour toute une armée. Et l'interrupteur de cette chaise reposait dans sa main. Dehors, le tonnerre gronda. Un véritable orage. Mais ce qu'il s'apprêtait à déclencher demain serait plus terrible que n'importe quel élément naturel. Parce que la nature n'a pas de mauvaises intentions, alors que en avait désormais une. Une mauvaise intention précise, mathématiquement calculée, d'une puissance de 3 mégawatts. 3 heures du matin, la pluie ne cessait pas, transformant le monde alentour en une substance liquide et gluante. À l'intérieur du camion, sous la bâche épaisse, ça sentait la colophane, le tabac bon marché et l'insomnie. Nous ne dormions pas depuis 2 jours. La fumée nous piquait les yeux, nos mains tremblaient de caféine, mais notre cerveau fonctionnait avec une clarté effrayante, maladive. Le plan de Gromov, transformer les chars en fours, était sur la table. Du point de vue de la force brute, il était impeccable. Du point de vue de l'ingénieur, c'était une catastrophe. Je regardais les calculs et je ne voyais pas un problème éthique, mais un gouffre énergétique. Pour chauffer 40 tonnes d'acier allemand à une température critique, il nous faudrait maintenir l'arc pendant 3 minutes. 3 minutes de charge continue à 3 mégawatts. Nos générateurs crèveraient à la 40e seconde. Les bobinages fondraient avant que les Allemands ne sentent la chaleur. Nous créions une arme suicide. C'est une impasse. Je jetai mon crayon sur la carte. La mine cassa. On ne tiendra pas une telle puissance. On ne trompe pas la loi de la conservation de l'énergie, même avec un pistolet sur la tempe. Vorobiev était assis dans un coin, la tête entre les mains. Il ressemblait à un mécanisme cassé. « Nous n'avons pas le choix, Alexei. » Sa voix était sourde, comme venue d'un tonneau. Soit on brûle les générateurs, soit on nous fusille pour sabotage. Je me replongeai dans le manuel des matériaux. Page 112. Perte diélectrique. Tangente de l'angle de perte. Isolation des fils allemands. Caoutchouc synthétique, Buna. Chlorure de vinyle. Tissu imprégné de vernis. Et là, j'ai eu une illumination. Ce n'était pas une révélation comme dans les romans, pas un éclair. C'était un simple déclic sec, comme un verrou logique. Nous essayions de chauffer tout le char. Pourquoi? Il nous suffisait de détruire l'isolation. Chaque matériau a sa propre fréquence de résonance moléculaire. Une fréquence à laquelle les molécules commencent à vibrer frénétiquement, chauffant de l'intérieur. L'eau, dont l'homme est constitué, résonne à une certaine fréquence. Le caoutchouc et le plastique à une autre. Si nous trouvons un spectre étroit qui n'agit que sur les polymères, nous pourrons faire fondre le câblage sans chauffer le blindage ni tuer les hommes. L'équipage ne sentira qu'une légère chaleur et des picotements sur la peau. Mais l'isolation des fils coulera comme de la boue liquide en une fraction de seconde. Court-circuit. Partout. Immédiatement. Le char mourra. Les hommes vivront. Nikolai, je saisis Vorobiev par l'épaule. Regarde ça. La résonance. Nous n'avons pas besoin de puissance. Nous avons besoin de précision. Il leva vers moi des yeux rouges et enflammés. Je lui mis sous le nez un morceau de papier avec la formule. Fréquence 140 MHz avec une modulation de 3 kHz. C'est la mort pour le caoutchouc, tu comprends? Nous ne frapperons pas avec une masse, mais avec une aiguille. Vorobiev cligna des yeux. 1 fois, 2 fois. Je vis l'ingénieur s'allumer dans son regard. Il m'arracha le papier. Ses lèvres bougeaient sans bruit, recalculant les coefficients. Il faudra réduire l'inductance du circuit de moitié, chuchota-t-il, et ajouter de la capacité à l'étage de sortie.
On va le faire, dis-je. Tout de suite. Nous sommes sortis du camion sous la pluie, de la boue jusqu'aux genoux. Le froid nous glaçait jusqu'aux os, mais nous ne le sentions pas. Nous avions 3 heures avant l'aube pour démonter et remonter 3 émetteurs. C'était de la chirurgie en conditions de campagne. Nous avons ouvert les capots des installations comme on ouvre la cage thoracique d'un patient. À l'intérieur, un enchevêtrement de cuivre et de verre. La pluie inondait les circuits. C'était mortellement dangereux. Un faux mouvement, une goutte d'eau sur un contact haute tension lors du test, et il ne resterait de nous qu'une poignée de cendres. Nous avons tendu des toiles de tente au-dessus des émetteurs. Vorobiev tenait la lampe, ses dents claquaient de froid. Je maniais le fer à souder. Le fer sifflait au contact du métal humide. L'odeur de la colophane se mêlait à celle de la terre mouillée. C'était l'odeur la plus étrange de ma vie, l'odeur de l'espoir. « Coupe la 3e spire », commandait Vorobiev. « Déplace le point de fonctionnement de la lampe. »« Bien, je coupe. » La pince sectionna l'épaisse barre de cuivre. Le cuivre était mou, docile. Nous jetions le superflu, allégeant le circuit, le rendant plus pointu, plus méchant. Nous transformions une massue en rapière. Mes doigts étaient engourdis par le froid. Je tenais l'outil avec peine. Mais chaque mouvement était calculé. Pas le droit à l'erreur. Une goutte de soudure en trop pouvait changer la fréquence du circuit, et alors l'impulsion manquerait sa cible. Gromov sortit de son abri, entendant le remue-ménage. Il se tenait sous la pluie, son manteau jeté sur les épaules, et regardait en silence 2 savants fous éventrer une arme secrète valant des millions de roubles. « Qu'est-ce que vous fabriquez » demanda-t-il doucement. « Vous avez l'ordre pour la frappe thermique. »« Nous améliorons l'ordre, » grommelai-je, sans quitter l'oscilloscope des yeux. « Nous avons trouvé un moyen de les arrêter plus sûrement. Sans surchauffe des générateurs. »« Si ça ne marche pas, » commença-t-il. « Si ça ne marche pas, nous sommes morts de toute façon, » le coupa Vorobiev. « Passe-moi la clé de 13, Major. » Et Gromov, ce tchéquiste de fer, ramassa silencieusement la clé plate par terre et la tendit à l'ingénieur. À ce moment, la hiérarchie s'effondra. Ici, dans la boue, sous la pluie, les chefs étaient ceux qui comprenaient la physique du processus. Vers 5 heures du matin, le travail était terminé. Les installations faisaient pitié à voir, bandées de rubans isolants, avec de nouveaux circuits dépassant à l'extérieur, inondés de vernis qui n'avaient pas encore eu le temps de sécher. Mais à l'intérieur, battait un cœur nouveau. Un cœur réglé sur la résonance de destruction des polymères. Nous tombions de fatigue. Nos mains étaient noires de carbone et de coupures. « Lancement de test à faible courant », coassai-je. Vorobiev enclencha l'alimentation. La ligne verte sur l'écran pressauta et s'étira en une sinusoïde parfaite. La fréquence était stable comme un roc. 140,5. « Dans le mille », souffla-t-il, droit au centre du spectre d'absorption. Je pris un morceau de câble allemand, trophée qui traînait dans la benne, et l'approchai de l'antenne. Envoie l'impulsion. 10% de puissance. Claquement de l'interrupteur. Un sifflement à peine audible. Sous mes yeux, l'isolation en caoutchouc solide et rigide du câble se mit soudain à faire des bulles. Elle devint molle, comme du fromage fondu, et commença à couler le long du fil de cuivre, mettant le métal à nu. Le cuivre lui-même resta froid. Je touchais le fil du doigt, il était à peine tiède. Mais le caoutchouc s'était transformé en une flaque collante. Nous avons échangé un regard. Dans la pénombre de la benne, éclairée seulement par les cadrans des instruments, nos visages sales et épuisés rayonnaient de triomphe. C'était la victoire de l'intelligence. Nous avions trouvé le talon d'Achille des monstres d'acier.
Nous n'allions pas brûler les gens. Nous allions simplement déshabiller leur technique, la privant de sa peau électrique. « C'est génial », chuchota Vorobiev. « C'est élégant. »« C'est de la physique, Kolya, » répondis-je, en m'essuyant les mains avec un chiffon. « Juste de la physique. Et maintenant, dormons. Au moins une demi-heure. Parce que quand ils arriveront, nous aurons besoin d'une tête claire pour pointer ce machin. » La pluie cessa. À l'est, derrière la forêt, le ciel commença à grisonner. L'aube prenait ses droits. Nous étions allongés sur des caisses de pièces détachées, couverts de vestes ouatées huileuses. Je fermais les yeux, mais devant mon regard intérieur persistait cette sinusoïde parfaite, la ligne verte de vie et de mort. Nous avions fait tout ce que nous pouvions. Maintenant, la parole était à l'ennemi et à la chance, qui, à la guerre, est plus capricieuse que n'importe quelle femme. Nous avions créé une épée qui tranche la pierre sans la toucher. Il ne restait plus qu'à porter le coup. Osipovici, un nœud ferroviaire, coupé par les cicatrices des tranchées. Nous avions choisi le point le plus haut et le plus dangereux des environs, un vieux château d'eau en briques. D'un point de vue tactique, c'est de la folie. Une verticale solitaire sur une plaine plate est la cible idéale pour n'importe quel pointeur. Mais du point de vue de la radiophysique, nous n'avions pas le choix. Pour couvrir un secteur de 3 km de large, il nous fallait de la hauteur. L'émetteur devait voir les cibles d'en haut pour que l'horizon radio ne soit pas coupé par les plis du terrain. Nous avons traîné l'équipement par l'escalier en colimaçon. Les marches étaient pourries et craquaient sous le poids des blocs générateurs. 300 kg de cuivre et de fer. Nous les montions à la force des bras, nous brisant le dos, étouffant dans la poussière et les fientes de pigeons. Chaque pas était une bataille. Le cœur battait quelque part dans la gorge, résonnant dans les oreilles. Vorobiev passait en premier. Il portait l'élément le plus fragile, le bloc de modulation de fréquence. Son visage ruisselait de sueur. Ses lunettes glissaient sur le bout de son nez. Mais il ne s'arrêtait pas. Il savait, si nous ne parvenions pas à monter Molnia avant que les Allemands ne sortent de la forêt, nous serions simplement fusillés à bout portant par les canons. Là-haut, dans l'espace exigu sous le toit, là où se trouvait autrefois le réservoir d'eau, nous avons déployé notre poste de commande. Cela sentait la rouille et la brique humide. Un vent d'été brûlant s'engouffrait par les étroites meurtrières des fenêtres. « Câble d'alimentation !» criai-je d'en bas. « Tirez doucement, ne pliez pas le coaxial. On perdra de la puissance au coude. » Vers midi, l'horizon s'assombrit. Ce n'était pas des nuages. C'était la poussière soulevée par les chenilles. 50 chars. 50 boîtes d'acier avançant sur un large front pour prendre la gare en tenaille. La terre sous la tour commença à vibrer finement. Ce tremblement se transmettait par les murs, faisant danser des claquettes aux aiguilles de nos instruments. Un verre d'eau, oublié par quelqu'un sur le rebord de la fenêtre, glissa vers le bord. Vorobiev était assis au pupitre, voûté, tel un pianiste avant un concert complexe. Il portait un casque. Il écoutait l'éther. « L'éther est clair », commenta-t-il sèchement. « Les Allemands sont silencieux. Ils respectent la discipline radio. Ils avancent aux signaux visuels. »« Distance 3000 mètres », répondit l'observateur aux jumelles. « Je vois les véhicules de tête, des tigres. Derrière eux, l'infanterie sur le blindage. » Nous avions transformé cette tour en un résonateur géant. Les murs étaient tapissés de boucles de câbles. Le générateur, installé en bas, à la base, rugissait, dévorant le gazole. Nous envoyions vers le haut, vers l'émetteur, un courant d'une force monstrueuse. Le risque était extrême.
Si l'isolation claquait ici, dans ce sac de briques étroit, nous brûlerions instantanément. Nous étions assis à l'intérieur d'un four à micro-ondes. Le doigt sur le bouton marche. « Pareil pour la résonance », commanda Vorobiev. Sa voix était calme, effroyablement calme. C'était une déformation professionnelle. Plus la mort était proche, plus son esprit devenait froid. Fréquence 140, modulation normale, chauffage 100%. L'avalanche de chars approchait. Le rugissement des moteurs devint une pression physiquement perceptible sur les tympans. L'air semblait devenir dense comme de la gelée. 50 moteurs diesel, 50 000 chevaux vapeur ruant vers l'avant. Ils venaient pour tuer. Et la seule chose qui se dressait entre eux et nos positions, c'était nous, 3 ingénieurs dans une vieille tour avec un émetteur artisanal. Distance 1500, ils entrent dans la zone de destruction efficace. Je regardais Vorobiev. Il temporisait. Proto, chuchota-t-il. La densité du champ est insuffisante. Qu'ils approchent encore. Il faut tous les couvrir d'un coup. Si on frappe l'avant-garde, ceux de l'arrière feront demi-tour et nous fusilleront. C'était un jeu de regard avec la mort. Les chars grossissaient dans le viseur. Je pouvais déjà distinguer les numéros tactiques sur les tourelles. Je voyais les visages des soldats assis sur le blindage. 1000 mètres. 800. La tour tremblait tellement que le plâtre nous tombait sur la tête, recouvrant les instruments d'une poussière blanche. « Maintenant !» criai-je. Les nerfs vibraient comme des cordes tendues. « J'enclenche !» Vorobiev enfonça le levier. Le bourdonnement du transformateur couvrit le rugissement des chars. La tour s'emplit d'une vibration d'une nouvelle tonalité, haute, perçante, à briser les dents. À la même seconde, le monde derrière les fenêtres changea. Cela ne ressemblait pas à une explosion. C'était comme si quelqu'un avait éteint la réalité. D'abord, la lumière s'éteignit dans le village, au pied de la tour. Le champ d'induction était d'une telle force qu'il induisit des courants dans tous les conducteurs dans un rayon d'1 kilomètre. Les ampoules dans les maisons s'allumèrent et éclatèrent. Les lignes électriques se mirent à étinceler, jetant des gerbes d'étincelles bleues. Et puis l'effet atteignit les chars. Je regardais dans mes jumelles et n'en croyais pas mes yeux. C'était à la fois effrayant et magnifique. Des pointes des antennes des machines allemandes commencèrent à s'échapper de longues décharges violettes. Des feux de Saint-Elme. L'air était tellement sursaturé d'électricité que le métal commença à luire. Mes cheveux se dressèrent sur ma tête. Ma peau était piquée par des milliers de petites aiguilles. Dans ma bouche apparut un goût métallique âcre, un goût de plomb dissous. 50 machines trébuchèrent. On aurait dit qu'une main invisible avait tiré sur leur laisse. Les moteurs calèrent, simultanément. L'isolation à l'intérieur de moteurs, celle-là même que nous avions calculée, se transforma en liquide. Les bobines d'allumage furent court-circuitées, les chars roulèrent encore quelques mètres sur leur lancée et se figèrent. L'infanterie, assise sur le blindage, commença à sauter, tombant dans l'herbe. Les soldats secouaient les mains, jetaient leurs armes. Les crosses des fusils leur envoyaient des décharges. L'électricité statique brûlait la peau à travers le bras des uniformes. « Acquisition confirmée !» hurla l'observateur. « Ils sont arrêtés! Tous arrêtés !» Le silence tomba sur le champ. Pas absolu, mais un silence vibrant, électrique. Le rugissement des moteurs avait disparu. Il ne restait que le vrombissement de notre générateur et le craquement sec des décharges courant sur le blindage des Tigres. Ça sentait l'ozone. Cette odeur était si forte qu'elle couvrait les fumées d'échappement et la poussière. On aurait dit que nous n'étions pas à la guerre, mais dans un laboratoire de physique géant pendant un orage. Les écoutilles des chars s'ouvraient, les équipages sortaient, hébétés, ne comprenant rien. Ils n'étaient pas blessés, ils étaient désarmés. Leur redoutable machine s'était transformée en tas de ferrailles mortes.
Les tourelles ne tournaient plus, les canons se taisaient. Température de l'émetteur critique. Mon regard tomba sur le thermomètre. L'aiguille butait contre la limite. Le refroidissement ne suit pas, l'huile bout. Tiens bon, râla Vorobiev. Il s'agrippait au pupitre comme s'il voulait transmettre sa volonté à la machine à travers les fils. Encore 10 secondes. Il faut brûler les restes d'isolation pour qu'ils ne puissent pas réparer. En bas, dans la salle du générateur, quelque chose claqua bruyamment. Une épaisse fumée noire s'éleva. « Circuit de refroidissement percé », rapporta le technicien par l'interphone. « Nikolai Petrovitch, on va sauter. Coupez !» Encore 5 secondes. Le visage de Vorobiev était effrayant, déformé par une grimace de tension. Il ne tenait pas seulement un levier, il tenait à la gorge toute cette armada de chars. Je sentais l'air chauffer dans la pièce. Une chaleur émanait des câbles. Le vernis sur les bobinages commençait à faire des bulles. 3, 2, 1, coupe! Vorobiev desserra la main. Le bourdonnement cessa. Nous étions là, dans le silence, cherchant notre souffle. Le cœur battait quelque part dans les tempes. Je m'approchais de la fenêtre. Le tableau était épique. 50 chars se tenaient dans le champ, comme un troupeau d'éléphants endormis. Aucun mouvement. Les tankistes allemands couraient vers la forêt, abandonnant leur technique. Ils fuyaient une mort invisible qu'ils ne pouvaient ni comprendre, ni tuer. Nous l'avions fait. Nous avions arrêté la percée. 50 machines lourdes, qui auraient pu prendre Minsk le soir même, n'étaient plus que de la ferraille, bonne seulement pour la fonte. « Regarde !» Vorobiev enleva ses lunettes et les essuya avec le pan de sa blouse. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit laisser tomber la monture. Nous n'avons tué personne, mais nous avons tué une armée. Il y avait de la fierté dans ces paroles, la fierté du Créateur qui a surpassé le Destructeur. Nous avions utilisé les lois de la nature pour arrêter la violence. Mais la joie fut de courte durée. Du côté allemand, depuis la forêt, l'artillerie frappa. Ils avaient repris leurs esprits. Ils avaient compris que la source de leur malheur se trouvait ici, dans ce maudit tuyau de briques. Le premier obus éclata à la base de la tour. Le bâtiment trembla. Des fissures coururent sur les murs. D'en haut, une pluie de poussière de briques tomba. « Ils ont repéré le rayonnement !» criai-je. « Triangulation ! Il faut partir !» Nous nous sommes précipités vers l'équipement. Sauver Molnia ou se sauver soi-même? « Les blocs! Enlève les blocs de modulation !» commanda Vorobiev. « On laisse le reste !» Nous arrachions fiévreusement les câbles, brisions les plombs. Les obus tombaient de plus en plus près. Les artilleurs allemands tiraient avec précision. La tour était condamnée. Nous dévalions l'escalier, serrant contre notre poitrine le plus précieux, le cœur de notre installation. Autour de nous, le monde s'écroulait. Les murs gémissaient. Mais une seule pensée battait dans ma tête. Nous avions gagné du temps. Nous avions acheté la vie de milliers de nos soldats au prix de quelques kilogrammes de fil d'argent et d'un effet physique insensé. Osipovitch y tenait bon. Les chars étaient arrêtés. Et la science avait prouvé qu'elle était plus forte que l'acier. Mais maintenant, pour ce savoir, il nous fallait payer le prix fort. La maçonnerie ne faisait pas que s'effondrer, elle hurlait. Quand un obus de 150 mm frappe la base de la tour, le son ne se propage pas dans l'air, il passe à travers les eaux. La vibration du sol nous renversa. D'en haut, par le toit percé, une grêle d'éclats de tuiles et de poussière séculaire s'abattit. Nous toussions, crachant une boue grise. L'air dans l'espace exigu s'était transformé en une suspension dans laquelle se noyait la lumière de la seule lampe intacte. « Triangulation !» criai-je, essayant de couvrir le fracas de l'explosion suivante. « Ils nous ont repérés par 3 points.
La prochaine salve tombera pile sur la coupole. Nous étions pris au piège. La tour, qui 5 minutes plus tôt était le sommet de notre triomphe, s'était transformée en cercueil de pierre. L'escalier en conimaçon, seule voie de retraite, était encombré de débris. La volée entre le 3e et le 4e étage avait simplement disparu, fauchée par un éclat. Nous étions coupés du sol à une hauteur de 30 mètres. Et en bas, à en juger par le grondement croissant, les motocyclistes et les automitrailleuses de reconnaissance allemands fonçaient déjà vers la tour. Ils ne voulaient pas les chars. Ils voulaient Monia. L'ingénieur Sidorov, ce même gamin qui sautait de joie 1 heure plus tôt en regardant les tigres figés, gisait près du bâti du générateur. Il ne bougeait plus. Une poutre d'acier du plafond, arrachée par l'explosion, lui avait brisé la colonne vertébrale. Son visage était calme, comme s'il s'était simplement endormi au milieu de cet enfer. La poussière s'était déposée sur ses lunettes, cachant ses yeux vitreux. Première perte. La physique de la guerre est cruelle. La chair est toujours plus faible que le fer. Il faut détruire l'installation. Vorobiev rampait vers le pupitre principal. Sa blouse était déchirée, une éraflure saignait sur son front, mais ses mouvements restaient effroyablement précis. S'ils prennent l'émetteur intact, dans 1 mois, des tours pareilles se dresseront devant Moscou. Nous avons essayé de bouger le bloc de condensateur. Inutile. 300 kg de plomb et d'électrolyte vissés à mort sur le bâti. Pour les démonter, il fallait des clés plates et 1 heure de temps. Nous n'avions ni l'un ni l'autre. Nous avions des minutes. Dehors, ça siffla de nouveau. Le coup frappa le mur juste sous nous. La tour gita. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. L'angle d'inclinaison, 5 degrés, pas moins. Les briques craquaient, résistant à la gravité. « Pars, Alexei !» La voix de Vorobiev sonna sèchement, sans aucune emphase. Il fouillait dans sa sacoche. « Prends les journaux d'observation. Prends la cassette avec les graphiques de fréquence. Et pars. Et toi ?» Je lui saisis le bras. « On descend par le câble, par la fenêtre. » Vorobiev me regarda par-dessus ses lunettes. Il n'y avait pas de peur de la mort dans ce regard. Il n'y avait que le calcul froid du constructeur principal. Le câble ne tiendra pas 2 personnes, et on ne peut pas juste abandonner l'installation. Elle doit être réduite en poussière. Les Allemands sont des ingénieurs intelligents. S'ils récupèrent ne serait-ce que le schéma du circuit, ils reconstitueront tout. Je dois court-circuiter le système, avec un détonateur. Il sortit de son sac une grenade F1, une citron, un simple morceau de fonte avec de l'explosif qui devait maintenant mettre un point final à notre débat scientifique avec la Wehrmacht. « Je vais relier la goupille au solénoïde », expliquait-il rapidement, d'un ton à faire, comme s'il donnait un cours à des étudiants. « Je chargerai les condensateurs au maximum. Quand la tension atteindra le pic, le solénoïde arrachera la goupille. L'explosion de la grenade à l'intérieur du bloc chargé provoquera la détonation de l'électrolyte, équivalent 50 kg de TNT. Il ne restera même pas les fondations de la tour. Je le regardais et je comprenais. Il ne partirait pas. C'était une décision prise non par le cœur, mais par le cerveau. Évacuation impossible. Risque de capture de la technologie, 100%. Le seul moyen d'annuler le risque, éliminer le porteur du savoir et l'appareil lui-même. « Kolia », commençai-je, sentant un spasme me serrer la gorge. « Arrête tes jérémiades », coupa-t-il durement. « Nous ne sommes pas au théâtre, c'est la guerre. Ta mission est d'apporter les données au centre. Ma mission est de nettoyer les traces. Exécution. » Il se détourna et commença à fixer la grenade au corps du générateur avec du fil de cuivre. Ses mains ne tremblaient pas. Il dénudait les contacts, tordait les fils, vérifiait la polarité. Pour lui, c'était simplement le dernier travail de laboratoire, le plus important de sa vie. Je saisis le sac en toile avec les documents. C'était tout ce qu'il restait
de 3 ans de travail. Une liasse de papier couverte de formules qui valaient plus cher que l'or et les vies humaines. Je sortis par la fenêtre. L'épais câble de puissance par lequel nous alimentions le système pendait vers le bas, balancé par le vent. En bas, dans la fumée et la poussière, des silhouettes grises s'agitaient. Les Allemands. Ils étaient déjà dans la cour du château d'eau. On entendait la langue allemande, aboyante, sèche. Des rafales de mitraillettes effritaient la brique à la base. « Vas-y !» cria Vorobiev, sans se retourner. Il avait déjà posé les doigts sur le levier de chargement. Je glissais le long du câble. La friction me brûla les paumes. Le vent me fouettait le visage. Je descendais aux enfers, laissant aux cieux le seul homme qui me comprenait à demi-mot. À environ 5 mètres du sol, le câble rompit. Je m'écrasais sur un tas de briques brisées, me cognant douloureusement le genou. Mais la douleur était quelque part loin. Je bondis et courus. Je courus vers la forêt, zigzagant entre les cratères. Les balles sifflaient au-dessus de ma tête. Les Allemands m'avaient repéré, mais ils n'avaient pas le temps pour un fuyard solitaire. Leur objectif principal était là-haut. Ils encerclaient la tour, anticipant un riche butin. Ils pensaient capturer l'arme miracle. J'eus le temps d'atteindre la lisière de la forêt. Là, dans les noisetiers, je tombais, à bout de souffle, et serrais le sac contre ma poitrine. Je me retournai. La tour se dressait, enveloppée de fumée. Elle semblait majestueuse et solitaire. Je sortis la radio. Je devais l'entendre une dernière fois. « Premier, ici second », coassai-je dans le micro. « Je suis sorti. Me reçois-tu » À travers le crépitement des parasites, la voix de Vorobiev perça. Calme, égale, presque ennuyée. « Je te reçois, second. Charge 90%. Aiguille en zone rouge. Les Allemands enfoncent la porte en bas. J'entends le bruit des bottes dans l'escalier. Ils vont faire connaissance avec la loi d'Ohm. »« Kolia, chuchotai-je. Adieu, Alexei. La formule est juste. Nous avons tout fait correctement. Condensateur charge pleine, j'initie le claquage. La liaison se coupa. Et 1 seconde plus tard, le monde se fendit en deux. L'éclair ne fut pas jaune, comme une explosion ordinaire. Il fut d'un bleu aveuglant, couleur d'arc électrique. Le sommet de la tour fut simplement déchiré de l'intérieur. Les murs de briques volèrent en éclats comme des décors en carton. Une boule de feu, saturée du plasma du métal vaporisé, s'éleva dans le ciel. L'onde de choc roula sur le champ, couchant l'herbe. Le fracas frappa les oreilles avec retard, tel un marteau lourd et dense. J'étais allongé face contre terre, me couvrant la tête de mes mains. D'en haut tombaient de petites pierres et de la poussière. Quand le grondement s'apaisa, je levai la tête. La tour n'était plus. À sa place, ne pointait qu'un chicot de fondation mutilé et fumant. Autour gisaient des débris de briques et de métal tordu. Les soldats allemands qui étaient au pied avaient disparu, balayés, effacés, annihilés. Avec la tour avaient disparu Modnia, l'ingénieur Sidorov et le constructeur principal, Nikolai Vorobiev. Tout avait disparu. Le silence s'installa. Un silence oppressant, lourd, dans lequel mes oreilles bourdonnaient. Je me levai lentement. Mes jambes tremblaient. Je regardais le sac dans mes mains. Ce n'était plus simplement une recherche. C'était un testament. Vorobiev avait mis un point final au débat. Il n'avait laissé aucune chance à l'ennemi. Il avait emporté le secret avec lui, transformant l'appareil le plus complexe en un nuage de gaz ionisé. Je rajustai la sangle du sac. Je devais marcher. Jusqu'au QG du front, il y avait 12 kilomètres à travers forêt et marais. 12 kilomètres de solitude.
J'étais désormais le seul porteur du savoir. Et ce fardeau pesait sur mes épaules plus lourdement que n'importe quel générateur. Je tournais le dos aux ruines fumantes et m'enfonçais dans le fourré. La guerre continuait. Mais pour nous, physiciens du projet Molniya, elle s'était terminée exactement ici, en ce point où la science avait vaincu la matière une dernière fois, en la détruisant. Moscou, novembre 1944. Dans les bureaux de la Loubianka, il règne toujours la même odeur. Un mélange de tabac cher Herzégovina Flore, de cire à parquet et de sueur froide. Ici, on n'entend pas le bruit de la rue. On entend seulement le bruissement des pages des dossiers criminels et le tic-tac des horloges à balancier, égrenant le temps qu'il reste avant la sentence. Alexei Stepanov se tenait au milieu d'un immense bureau aux panneaux de chêne. Il se sentait étranger dans ce temple du pouvoir. Ses mains, avec leurs taches d'huile machine incrustées dans la peau et leurs brûlures de fer à souder, contrastaient violemment avec la blancheur amidonnée de la nappe sur la table de réunion. Devant lui étaient assis des hommes qui décidaient du sort des fronts. Généraux, commissaires du peuple, superviseurs. Leurs visages étaient impénétrables, comme des pierres tombales en granit. « Faites votre rapport, camarade ingénieur. » La voix du président de la commission était basse, mais n'en paraissait que plus lourde. Stepanov ouvrit le dossier. Le papier craqua dans le silence. « Résultat des essais sur le terrain du projet Molniya au cours de l'opération Bagration », commença-t-il. Sa voix était sèche, dénuée d'émotion. Il lisait simplement des statistiques. Nombre d'engagements au combat, 4. Nombre d'unités blindées ennemies arrêtées, 128. Perte irrécupérable du personnel du groupe scientifique, 6 personnes. Efficacité de la neutralisation de l'équipement électrique de la Wehrmacht, 98%. Il se tut, attendant une réaction. Il s'attendait à des questions sur la tactique, sur le support technique, sur les décorations pour les morts. Il s'attendait à ce qu'on lui donne des ressources pour de nouveaux développements, pour l'amélioration des générateurs. Après tout, ils avaient accompli l'imposition. 128 chars. C'étaient 2 brigades blindées complètes, anéanties sans un seul coup de feu. Mais aucune réaction ne suivit. Les généraux échangeaient des regards. Dans leurs yeux, Stepanov ne voyait pas de triomphe. Il voyait de la peur. Et cette peur n'était pas dirigée vers les Allemands. Elle était dirigée vers lui, Stepanov, et vers cette force qu'il avait apportée dans ce dossier. L'un des civils, un homme en costume gris et lunettes à monture d'écaille, retira lentement son pince-nez et l'essuya avec un mouchoir. « Vous dites 128 chars », prononça-t-il pensif. « Éteint, comme une ampoule dans les toilettes. » « Affirmatif. »« Dites-moi, camarade Stepanov. » L'homme en gris leva les yeux vers le lustre qui brillait sous le plafond. « Si vous pouvez arrêter un régiment de chars en rase campagne, qu'est-ce qui vous empêche, vous ou un homme avec vos connaissances, d'arrêter le parc de trolleybus de Moscou? Ou de priver de courant l'usine Krasny Proletari? Ou de couper les communications au Kremlin ?» Stepanov fut interloqué. La logique de la question était monstrueuse dans sa paranoïa bureaucratique. « Mais nous travaillons pour la défense. Nous sommes des soviétiques, balbutia-t-il. « Les gens changent, camarade ingénieur. Mais la physique reste, coupa durement le président. Aujourd'hui, vous avez arrêté Guderian. Et demain, un petit malin assemblera un truc pareil dans son garage et arrêtera le métro. Ou le système de ventilation du bunker gouvernemental. » Un lourd silence s'installa dans le bureau. Stepanov comprit soudain. Il ne voyait pas dans Molniya l'arme de la victoire. Il voyait en elle une menace pour la stabilité. Un char, c'est compréhensible.
Un char, c'est du blindage et un canon. Un char est dirigé par un équipage, l'équipage par un commandant, le commandant par le parti. Mais une impulsion électromagnétique, c'est un élément naturel, invisible, incontrôlable, absolu. Une arme qui rend inutile tout pouvoir fondé sur la technique. Cette arme est asymétrique, poursuivit l'homme en gris. Elle est trop bon marché et trop efficace. Si cette technologie fuite, et elle fuitera, les espions ne dorment pas. Dans 5 ans, chaque pays pourra construire un tel brouilleur. Et alors les guerres deviendront impossibles. Et si les guerres sont impossibles, comment défendrons-nous la révolution? Comment projetterons-nous notre force? Le verdict fut rendu instantanément, sans vote. Il se lisait dans leurs yeux. « Projet clos », dit le président en refermant le dossier. « Classification, importance particulière. Tous les exemplaires techniques à détruire. Documentation à détruire. Conserver un exemplaire du rapport aux archives spéciales du NKVD. » « Mais c'est une trahison !» Stepanov ne put se retenir. Il fit un pas vers la table. « Nous sommes en avance d'un demi-siècle sur notre temps. C'est une percée. Nous pouvons utiliser ce principe à des fins pacifiques, dans l'énergie, dans l'industrie. » Camarade Stepanov, la voix du président devint glaciale. Voulez-vous aller au camp pour divulgation de secrets d'État? Ou voulez-vous travailler tranquillement à la chaire et enseigner la loi d'homme aux étudiants? Le monde n'est pas prêt pour votre arme. Et nous ne sommes pas prêts. Oubliez. 2 jours plus tard, zone industrielle en périphérie de Moscou, usine de recyclage de ferraille. Un ciel gris et bas semait une neige fine. Froid, sale. Stepanov se tenait près d'une énorme presse hydraulique. À côté de lui se tenait ce même major Gromov. Il portait maintenant des épaulettes de colonel. Promotion pour la clôture réussie d'un sujet dangereux. Des ouvriers en veste ouatée graisseuse déchargeaient des caisses des camions. Ces mêmes caisses qu'ils avaient sauvées sous le feu en Biélorussie. Ces mêmes générateurs qu'ils avaient soudés avec leurs doigts gelés. Moni à 4. Moni à 5, le bloc de résonance expérimental. Tout cela n'était plus que des ordures. « En route !» fit signe le contremaître. Le plateau de la presse commença à descendre avec un bourdonnement lourd et guttural. Stepanov regardait la plaque d'acier toucher le corps de l'émetteur. Le verre des lampes craqua. Ce son ressemblait à un craquement d'os. Puis le cuivre grinça. Le corps s'aplatit, expulsant ses entrailles. Fils, bobines, condensateurs. L'architecture complexe et géniale de l'appareil se transformait en une galette plate et hideuse. Du transformateur écrasé coula une huile noire, se mêlant à la neige, comme du sang. « Ça fait mal ?» demanda Gromov en allumant une cigarette. Stepanov ne répondit pas. Il regardait mourir l'œuvre de toute sa vie. 3 ans de nuit blanche, le risque, les victimes. Sidorov, Vorobiev, ils étaient morts pour ça. Pour que maintenant, cette presse sans âme transforme leur exploit en ferraille. « Ne regrette rien, Alexeï. » Gromov souffla un jet de fumée. « Ils ont raison là-haut. Imagine si Hitler avait eu ça en 1941. Il nous aurait tout coupé. La lumière, les liaisons, les usines. Nous aurions perdu en 1 mois. Une telle arme, c'est la boîte de Pandore. Nous l'avons entr'ouverte, nous avons été horrifiés et nous la refermons. Nous aurions pu changer le monde, dit sourdement Stepanov. Le monde ne veut pas changer, remarqua le colonel avec philosophie. Le monde veut une guerre compréhensible. Obus contre blindage, balles contre casque. Toi, tu as proposé un bouton « off ». C'est trop simple. Et trop effrayant. Le pouvoir repose sur le contrôle. Et ta Molnia
On ne peut pas la contrôler. Aujourd'hui, tu éteins un char, demain, tu couperas le disjoncteur du Kremlin parce que la politique du parti ne te plaira pas. Tu comprends? Une autre caisse tomba avec fracas sur le convoyeur. C'était le pupitre de commande. Celui-là même derrière lequel Vorobiev était mort. Sur le panneau en ébonite, il restait des taches brunes, le sang de l'ingénieur. La presse descendit. L'ébonite se fendit avec un claquement sec. Les aiguilles des instruments sautèrent de leur logement. Tout était fini. Stepanov se détourna. À l'intérieur, c'était le vide. Ni colère, ni rancœur. Seulement un vide effrayant, résonnant. La bureaucratie s'était avérée plus terrible que le tigre. On peut brûler un char. On ne peut pas brûler un ordre de destruction. Le papier est plus fort que la physique. « Et maintenant ?» demanda-t-il en regardant la neige sale. « Maintenant, l'oubli » répondit Gromov. « Tu vas signer un papier de non-divulgation pour une durée de 50 ans. Tu ne raconteras jamais, tu entends, jamais, rien de tout cela. Ni à ta femme, ni à tes enfants, ni à tes collègues. Tu oublieras les mots « résonance » et « induction » dans un contexte militaire. Tu seras un maître de conférence ordinaire et ennuyeux. C'est le prix de ta vie. Ils marchèrent vers la voiture. Une MK noire attendait au portail. Derrière eux, la presse bourdonnait, continuant de mâcher l'avenir qui n'était jamais advenu. Stepanov montait dans la voiture avec le sentiment qu'il n'enterrait pas du fer, mais une partie de son âme. La science avait perdu contre la politique. Le génie avait perdu contre la peur. Ce jour-là, à Moscou, il n'y eut pas de feu d'artifice. Ce jour-là, l'Union soviétique détruisit son arme la plus puissante pour se sauver de sa propre peur du progrès. Stepanov regardait par la fenêtre les rues grises. La ville vivait sa vie. Les tramways sonnaient, les gens se hâtaient vers les usines. Personne parmi eux ne savait que tout à l'heure, dans l'arrière-cour sale d'une zone industrielle, avait été détruite une technologie capable d'arrêter n'importe quelle armée du monde. Et peut-être était-ce mieux ainsi. L'humanité n'avait pas encore quitté ses culottes courtes pour jouer avec la foudre. Les allumettes ne sont pas des jouets pour les enfants. Surtout si ces allumettes peuvent brûler la civilisation. 1981, novembre, Moscou. Dans la chambre du service de cardiologie de l'hôpital spécial, ça sentait l'eau de Javel, le chou bouilli et la vieillesse. Cette odeur était l'opposé absolu de celle qu'avait notre jeunesse. Ozone, cuivre chaud et peur. Ici, c'était calme, trop calme pour un homme qui se souvient comment l'air bourdonne quand des mégawatts d'énergie le traversent. Alexei Stepanov était allongé sur un lit haut. Il avait 70 ans, mais en paraissait 90. La guerre ne lâche pas ses soldats, même s'ils ne portaient pas d'épaulettes, mais des blouses blanches. La guerre l'avait rattrapé sous forme d'ischémie, d'arythmie et d'une insomnie infinie, rongeante. Près du lit, sur une chaise dure, était assis un vieillard en veste grise usée. Mikhail Glouchkov. En 1944, il était technicien junior, un gamin qui traînait de lourds câbles sous le feu à Ossipovitchy. Maintenant, il était retraité d'importance fédérale, ancien ingénieur en chef d'une grande usine. Deux vieillards. Deux débris de l'époque des Titans. Entre eux, s'étendait un gouffre de 37 années de silence. « L'appareil bip », dit doucement Glouchkov, hochant la tête vers le moniteur cardiaque. Le rythme décroche. Exactement comme à l'époque, sur le 3e circuit, tu te souviens? Quand on cherchait la résonance sur la phase. Stepanov eut un faible sourire, un sourire tordu, forcé. À l'époque, on pouvait tourner le vernier et égaliser la fréquence, Misha. Mais ici,
Ici, la mécanique est usée. L'isolation est percée. La ressource est épuisée. Il parlait par allégorie. C'était une habitude incrustée dans le subconscient. Engagement de non-divulgation pour une durée de 55 ans. Classification top secret. Même ici, face à l'éternité, ils avaient peur d'appeler les choses par leur nom. Les murs ont des oreilles, et la conscience n'a pas de délai de prescription. Toute sa vie, Stepanov avait vécu avec une sensation de dédoublement de la personnalité. Le jour, il était un professeur respecté, donnait des cours aux étudiants sur les circuits électriques les plus simples, écrivait des articles ennuyeux dans des revues scientifiques. Le soir, il rentrait chez lui, s'asseyait dans son fauteuil et se souvenait comment, d'un tour de levier, il arrêtait des armadas de chars. Il connaissait un secret qui aurait pu bouleverser l'énergie mondiale et l'art militaire. Mais il se taisait. Il portait ce secret comme un éclat radioactif dans la poitrine. « J'ai été aux archives hier », dit soudain Glouchkov, baissant la voix jusqu'au chuchotement. « J'ai une nièce qui y travaille. J'ai demandé de vérifier par l'index. Enfin, tu sais, dossier numéro 074B. » Stepanov tourna la tête. Dans ses yeux délavés passa une étincelle de l'ancien feu froid. « Et alors ?»« Rien, Alexei Petrovitch. Le dossier est aux archives spéciales. Il y a un doigt de poussière dessus. Personne ne l'a ouvert depuis le jour où nous avons rendu le rapport. Personne. Les pages se sont probablement collées. Les plans ont passé. Nous sommes des fantômes. Nous n'avons pas existé, tu comprends? Il n'y a pas eu de Molnia. Il n'y a pas eu Gorodichet. Il n'y a pas eu Vorobiev. Officiellement, nous avons passé toute la guerre à concevoir des cuisines de campagne. Stepanov ferma les yeux. De la rancœur? Non, il n'y avait pas de rancœur. Il y avait un étrange sentiment de soulagement. L'oubli est aussi une forme de protection. Si on les a oubliés, cela signifie que le génie est resté dans la bouteille. « C'est bien, Misha, » chuchota-t-il. « C'est très bien. Que la poussière reste. La poussière est le meilleur isolant. » Il se remémora la course aux armements, Hiroshima, la crise des Caraïbes. Le monde avait vacillé au bord de l'anéantissement. La massue nucléaire pendait au-dessus de l'humanité, telle une épée de Damoclès. Si une arme électromagnétique capable d'éteindre des villes et des pays s'était ajoutée à cela, la civilisation aurait sombré dans le chaos. Imaginez un monde où n'importe quel terroriste peut assembler un émetteur dans son garage et arrêter un avion en vol, ou priver de courant une centrale atomique. Nous avons fait ce qu'il fallait. Stepanov serra la main sèche de Glouchkov. Les doigts étaient froids, mais la poigne restait ferme. Nous ne leur avons pas donné les allumettes. Nous sommes restés des hommes, Misha. Nous ne sommes pas devenus des hérostrates. Glouchkov hocha la tête. Il sortit un mouchoir de sa poche et s'essuya les yeux. Et pourtant, on aurait pu, Petrovitch. On aurait pu être dans les manuels. Des monuments, la gloire, les dompteurs de l'électricité. Les enfants apprendraient l'effet Stepanov-Vorobiev à l'école. Mais au lieu de cela, les enfants sont vivants, l'interrompit Stepanov. Tu crois que si la technologie était passée dans le peuple, nous aurions vécu jusqu'aux années 80? Nous aurions été réduits en poussière par nos propres inventions. Nous n'avons pas seulement sauvé Moscou en 41. Nous avons sauvé l'avenir de nous-mêmes. C'est la mathématique supérieure de l'humanisme, Misha. Sacrifier ses ambitions pour la survie de l'espèce. Une infirmière jeta un coup d'œil dans la chambre. Jeune, aux joues roses, en blouse amidonnée. « Citoyen Glouchkov, l'heure des visites est terminée, » dit-elle sévèrement. « Le malade a besoin de repos. » Il ne doit pas s'agiter. Sa tension fait des bonds. Glouchkov se leva lourdement. La chaise grinça. « Je m'en vais, Alexei. Tiens bon.
Il y a encore de la résistance dans le réseau. On maintient la tension. Va, Stepanov, lâcha sa main. Et souviens-toi, tant que nous nous taisons, le monde est en sécurité. Nous sommes des fusibles. Tant que nous ne grillons pas, le circuit tient. Glouchkov partit en traînant les pieds. La porte se referma, coupant le ray de lumière du couloir. Stepanov resta seul. Dans l'obscurité, le voyant vert du moniteur cardiaque dessinait la courbe de sa vie. Haut, bas, haut, bas. Il regardait ce voyant et ne voyait pas un pouls. Il voyait un oscilloscope dans un sous-sol froid de l'année 41. Il voyait la sinusoïde verte de la résonance qui tremblait avant de transformer l'acier allemand en ferraille inutile. Toute sa vie s'était contractée en un seul point. Un héroïsme silencieux. Personne ne saura comment ses mains tremblaient quand il coupait les fils du circuit. Personne ne saura l'odeur de viande brûlée lors du claquage de l'isolation. Personne ne saura comment Vorobiev pleurait en envoyant une équipe à la mort pour gagner 5 minutes. L'histoire aime les victoires bruyantes. Le drapeau sur le Reichstag, le défilé sur la place rouge. Mais leur victoire à eux avait été silencieuse, sans bruit, comme le courant électrique lui-même. Ils avaient arrêté le mal sans créer un nouveau mal. Ils étaient partis dans l'ombre pour donner la lumière aux autres. Stepanov sentit son cœur rater un battement. La pause s'éternisa, la tension chutait, le générateur s'arrêtait. Mais il n'y avait pas de peur. Il y avait le calme de l'homme qui a fini son service. Il avait transmis le quart au silence des archives. Nous sommes restés des hommes, traversa sa conscience qui s'éteignait. C'était plus important que n'importe quel prix Nobel, plus important que n'importe quel grade. Ils avaient traversé l'enfer de la guerre, tenant entre leurs mains l'arme du jugement dernier, et avaient trouvé la force de la détruire, elle, et non le monde. La ligne verte sur l'écran devint droite. Un bip fin et continu déchira le silence de la chambre. Ce n'était pas un signal d'alarme. C'était la sonnerie de fin. Opération terminée. Pas de perte. Secret préservé. Circuit ouvert pour toujours. 2003. Moscou. Archives centrales du ministère de la Défense. Ici, ça sent la décomposition et la cellulose trop sèche. Cette odeur s'incruste dans les vêtements, dans la peau, dans les poumons. C'est l'odeur des secrets oubliés. Il n'y a pas de fenêtre. Seulement des rangées d'étagères métalliques s'enfonçant dans l'obscurité, bondées de millions de boîtes en carton. Dans chaque boîte, un destin, un exploit ou un crime, transformé en un rapport administratif sec. Le silence ici est absolu. Il pèse sur les oreilles, plus fort que le fracas de la canonnade. Dans ce silence, on n'entend que le bruissement des pages et la toux sèche de l'historien. Andreï Sokolov, chercheur à l'Institut d'histoire militaire, frotta ses yeux fatigués. Il portait des gants blancs en coton. Toucher les documents à main nue est interdit. Le gras des doigts tue le papier. Sokolov cherchait des statistiques sur la consommation de carburant diesel lors de l'opération Bagration. Un travail ennuyeux, routinier pour sa thèse. Il tira vers lui une autre caisse poussiéreuse de l'étagère numéro 44/8. Le carton était vétuste, les coins élimés. La caisse n'avait manifestement pas été ouverte depuis des décennies. À l'intérieur, parmi les bordereaux standards de carburant et lubrifiant, se trouvait un dossier qui ne cadrait pas avec le reste. Il était plus épais que les autres. Sur la couverture, au lieu du numéro standard d'unité militaire, figurait seulement un index, 074B, et en diagonale, un tampon rouge gras,
Top secret. Importance particulière. À conserver éternellement. Ne pas ouvrir. Plus bas, un autre tampon, frais, bleu, déclassifié. Expiration du délai de prescription. Commission du 15 janvier 2002. Sokolov dénoua les lacets. Le nœud était serré fort, comme si celui qui l'avait noué un demi-siècle plus tôt voulait sceller le contenu à jamais. Le dossier s'ouvrit. La première chose que vit l'historien fut un plan. Ce n'était pas le schéma d'un char, ni un plan d'offensive. C'était le schéma électrique de principe d'un appareil qui ressemblait au délire d'un futurologue fou. Des lampes à vide combinées à des guides d'ondes d'une géométrie étrange. Circuits de refroidissement, calculs d'inductance. Sokolov était en littéraire, mais il s'y connaissait assez en technique pour comprendre. Devant lui se trouvait un émetteur, mais d'une puissance monstrueuse, démesurée. Il tourna la page. Rapport d'essai sur le terrain. Date 23 juin 1944. Lieu Gorodiche. Les yeux de l'historien coururent sur les lignes. Le texte était tapé sur une vieille machine. Le ruban était par endroits effacé. Les lettres A et O trouaient le papier. Objet, colonne de chars lourds allemands. Nombre d'unités, 32. Action, neutralisation à distance du réseau électrique de bord. Résultat, arrêt à 100% de la technique. Perte parmi le personnel ennemi dû au feu de l'artillerie. 0. Sokolov se figea. Il relut le paragraphe 2 fois. Arrêt à 100%. Sans tir. En l'an 44. C'est impossible. Cela contredit tous les manuels d'histoire, tous les guides techniques de cette époque. Il n'y avait pas d'armes électromagnétiques à l'époque. C'est de la science-fiction. Mais le papier était réel. Jauni, cassant, papier alimentaire du temps de guerre. Les signatures étaient réelles. L'encre avait pâli, virant au violet. Chef de projet, ingénieur-colonel Gromov. Constructeur principal, Vorobiev N.P. à titre posthume. Ingénieur principal, Stepanov A.P. Sokolov commença à lire avidement. Il oublia sa thèse, le carburant diesel, le temps. Devant lui se déroulait un drame dont on avait eu l'existence pendant 60 ans. Il lisait les procès-verbaux d'interrogatoire de tankistes allemands prisonniers, qui racontaient avec horreur la foudre noire et les moteurs morts. Il lisait les notes de service de Stepanov, où celui-ci décrivait dans le langage sec des formules la résonance de l'isolation. L'historien tournait les pages et ses mains gantées tremblaient. Il voyait des photos, des clichés noirs et blancs, granuleux. Voici une étrange construction de tuyaux et de fils dans la benne d'un camion. Voici un champ parsemé de chars à l'arrêt, d'où ne sort aucune fumée. Voici les ruines du château d'eau d'Ossipovici. À chaque page, le tableau s'éclaircissait. Ce n'était pas une mystification, c'était une percée. Des physiciens soviétiques, dans des sous-sols sales, sous les bombardements, avaient créé une technologie en avance d'un demi-siècle sur le monde. Ils avaient trouvé le moyen d'arrêter la guerre des machines. Mais pourquoi personne n'est-il au courant? Pourquoi Monia n'est-elle pas au musée des forces armées? La réponse se trouvait à la fin du dossier. Acte de destruction. Afin de prévenir la fuite de technologies critiques, vu l'impossibilité de garantir la sécurité d'utilisation en temps de paix, j'ordonne détruire les prototypes, saisir la documentation, transférer le personnel sur d'autres projets avec abaissement du niveau d'habilitation. Sokolov s'adossera à sa chaise. Dans le silence des archives, ce document sonnait comme une condamnation. Mais pas pour les hommes. Une condamnation pour les ambitions. Il comprit l'ampleur de ce qui s'était passé. Ces hommes,
Stepanov et Vorobiev n'avaient pas simplement inventé une super arme. Ils avaient eu le courage d'y renoncer. Ils avaient compris que l'humanité, déchirée par la guerre, n'était pas prête pour une telle force. Le bouton « éteindre » entre les mains d'un sauvage est plus effrayant qu'une massue. Si la technologie s'était répandue, le monde aurait sombré dans le chaos des catastrophes technologiques. N'importe quel fou aurait pu priver de courant un hôpital ou une ville. Ils avaient détruit l'œuvre de leur vie pour sauver l'avenir. Pour sauver cette même année 2003, dans laquelle Sokolov était assis sous une lampe électrique, brûlant de manière égale et calme, sans craindre de choc de résonance. C'était un exploit, mais pas de ceux dont on parle dans les journaux. C'était un exploit d'abnégation, le point culminant de l'humanisme des techniciens. Ils avaient enterré leur talent dans la terre pour que sur cette terre puissent pousser des fleurs et non des cendres radioactives. Sokolov sortit son téléphone portable, un simple téléphone à clapet. Il regarda l'écran. Il y a du réseau. La batterie est chargée. Tout fonctionne. Grâce à eux. Il referma soigneusement le dossier. Ce n'était plus simplement une pile de papier. C'était l'Arche d'Alliance. La vérité avait éclaté au grand jour. 59 années de silence étaient terminées. L'historien savait ce qu'il allait faire. Il écrirait un livre. Pas une monographie sèche, mais un requiem. Il rendrait les noms de Stepanov et Vorobiev au panthéon de la science. Le monde doit savoir qu'en 1944, près de Minsk, des physiciens soviétiques ont arrêté une armada de chars par la force de la pensée et du fil de cuivre. Et qu'ils se sont arrêtés eux-mêmes quand ils ont compris qu'ils étaient allés trop loin. Sokolov sortit de la réserve. La lumière brillait dans le couloir. Une lumière électrique jaune, ordinaire. L'ampoule bourdonnait à la fréquence de 50 Hz. Auparavant, il ne remarquait pas ce son. Maintenant, ce bourdonnement lui semblait être une voix. La voix de ceux qui avaient dompté la foudre et l'avaient enfermé à nouveau dans la bouteille. Dehors, il pleuvait. Moscou était dans les embouteillages. Des millions de voitures, des millions de moteurs, des millions de circuits électroniques. Tout ce monde complexe et fragile vivait, respirait, bougeait. Il n'existait que parce qu'il y a longtemps, en un froid mois de novembre, un ingénieur avait signé un acte de destruction, choisissant l'oubli plutôt que la gloire. Sokolov releva le col de son imperméable. Il portait dans sa serviette les copies des documents. L'histoire ressuscitait. Les cendres devenaient des mots. La justice n'est pas la vengeance. La justice, c'est la mémoire. Et aujourd'hui, cette mémoire a cessé d'être secrète. La physique avait vaincu la mort, car les formules ne brûlent pas. Elles attendent simplement leur heure pour nous parler à nouveau dans la langue de la vérité. Bruyante comme un éclair de foudre et silencieuse comme le bruissement d'une page d'archives.